Merci d'être là ce soir pour la collection, entre autres, Essais classiques du Québec. Euh, il y a plein de mouvements de l'histoire, là. Danielle Côté, qui est ici à côté de moi, avec qui j'ai étudié en psychologie, c'est elle qui m'a fait lire ce livre il y a plus de 27 ans, quelque chose comme ça. Et après, c'est un livre qui m'a marqué, qui a été important pour moi dans mon parcours, dans une liberté de lecture par rapport à Freud, aussi une rigueur, je dirais, de lecture. On va parler beaucoup de lecture ce soir. Il y a aussi Robert Giroux qui est là ce soir, qui est l'éditeur de Triptyque, donc l'éditeur d'origine, qui a publié le livre en 1989. Donc on salue Robert. Il y a aussi Guy Champagne qui est là ce soir, avec qui on a justement racheté Triptyque. Et c'est là que l'idée, il y a 10 ans environ, de faire cette réédition a commencé pour moi. C'est-à-dire que j'ai vu dans le fond de Triptyque qu'il y avait cette pépite d'or. J'ai dit, oh mon Dieu, on va falloir qu'on réédite ça. Bon, ça m'a pris 10 ans, mais c'est fait. Donc, je suis très content de ça. Et on l'a très bien fait. Je dois remercier Jean de s'être soumis quand même à beaucoup de travail. Et Francine aussi, merci. Je pense qu'on a beaucoup travaillé, mais je suis très, très content du résultat parce que c'est une édition, cette collection-là, qui fait des classiques. C'est des livres qui veulent durer longtemps, qui sont là pour, entre autres, l'enseignement. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en psychologie, de jeunes psychanalystes en littérature, en philo, en sociologie, tous ceux qui veulent commencer à lire Freud, ou même, pas juste commencer, qui veulent approfondir Freud. C'est une lecture, selon moi, je dirais obligatoire. Tu sais. Je pense qu'il faut passer par l'événement et l'inconscient là, quand on s'intéresse le moindrement à Freud. Donc, de là, l'idée d'en faire une édition qui va durer très longtemps. Donc, c'est très excitant de faire des livres qui durent longtemps. Donc, merci d'être là. Et l'ambiance de ce soir, justement, c'est de parler de la lecture, du texte. En psychanalyse, des fois, on fait des événements qui peuvent plus parler de la clinique ou des enjeux institutionnels ou politiques ou de l'époque. Là, ce soir, on voulait faire quelque chose, on voulait revenir au fondement, tu sais, dans le fond, l'étude du texte, comment lire un classique. Et Jean Hébault a quand même fait un tour de passe en faisant un classique sur comment on lit un classique. Donc, c'est quand même tout un tour qu'il nous a fait là. Et donc, on va beaucoup parler de lecture, puis c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer parce que c'est quand même un thème majeur. Hein. Comment lire un classique, comment lire Freud, etc. C'est quand même une très vaste question. Et je commencerai peut-être par demander à Jean de nous raconter le contexte de naissance, au fond, de ces séminaires-là qui ont donné lieu au livre ensuite. Peut-être tu pourrais nous introduire à ça. Volontiers. Mais avant, je tiens moi aussi à faire 2 ou 3 brefs remerciements. D'abord à ma préfacière, Danielle Côté. Poste, c'est vrai, poste. À Jacques Mauger qui malheureusement est pas là ce soir et à mon éditeur qui a été vraiment un support vraiment très très fidèle et très efficace. Et enfin, je voudrais remercier ma complice et compagne Francine qui a été très généreuse de son temps et de ses conseils dans le travail de révision qu'on a fait. Pour ce qui est du contexte, en fait, je dirais que le germe du livre, bien avant que le livre prenne forme, le premier principe, la première idée qui m'est venue, c'était pendant ma formation à l'Institut de psychanalyse de Montréal. Il y a donc, à l'Institut, il y a une série de séminaires continus auxquels on peut s'inscrire et ça fait partie du curriculum ou de la formation qu'on reçoit. Moi, je m'étais inscrit à un séminaire qui portait sur l'homme au loup. Et lorsque je suis arrivé lorsque je me suis joint au groupe, on m'a remis une bibliographie. Et là, ce qui m'a étonné, c'est que
le seul livre important qui figurait pas dans cette bibliographie, c'était L'Homme au loup. Et donc, je pense que je disais que c'était un peu le premier germe parce que ça m'a amené à vouloir lire moi-même Freud et à prendre des moyens pour ça. Une autre chose qui me frappait à ce moment-là, c'est que les psychanalystes qui faisaient partie de l'Institut, qui étaient, je le dis sérieusement, tous des gens très, très intelligents, très à propos en fait, ce qui me frappait le plus, c'est que entre eux, ils n'échangeaient pas leurs propres idées. Ils échangeaient des idées de certains maîtres, ce qu'ils avaient lu, mais très rarement, ou même presque jamais, un discours personnel, et ça m'intriguait beaucoup. Donc, à un moment donné, là, je ne saurais pas dire exactement ou retrouver les événements, les facteurs qui ont fait que j'ai décidé de mettre sur pied ce séminaire avec rien de prémédité. Hein. J'avais aucune ambition particulière et je n'étais pas du tout certain de ce qui adviendrait de ce séminaire-là. Mais petit à petit, peu à peu, ça a pris une forme. Et évidemment, ça a pris une forme aussi parce que j'ai rencontré dans mes lectures certaines influences. J'en cite deux, là. D'une part, il y a Laplanche, Jean Laplanche. Surtout un livre, je crois que son premier livre sérieux, là, Vie et mort en psychanalyse, il me semblait un livre qui m'avait beaucoup frappé. Et ensuite un livre moins connu, sans doute plus élaboré encore que celui de Laplanche, mais d'un tout autre style, le livre de Vladimir Granov, en deux tomes. Donc, Filiation et la pensée et le féminin. Ça, c'est un livre qui m'a vraiment fasciné beaucoup. Et donc, voilà pour ce qui est peut-être de la mise en contexte. Et je ne sais pas si tu veux relancer ailleurs. Je vais relancer vers Daniel, certainement. D'ailleurs, on lisait, moi et Daniel, Jean Laplanche et Jean Rimbaud dans notre séminaire de doctorat où on essayait de découvrir les premiers textes de Freud dans le séminaire de Dominique Scarfoni, qu'on salue parce qu'il est relié à tout ça aussi. Peut-être, Daniel, tu pourrais je sais pas, partir ça sur le thème de la lecture. Je sais que tu as fait une postface où tu en parlais. Jacques Mauger aussi a fait une préface où il parle de la lecture vivante du legs. Ce qui est quand même quelque chose de difficile à faire. Il parlait d'être intrigué par ces gens qui répètent la parole du maître, hein, qui lisent pas de cette façon-là. Donc, il y a une certaine lecture chez Jean Rimbaud qui est très particulière. Est-ce que tu peux nous... Oui. Je vais peut-être commencer par dire que, effectivement, je pense qu'on ne peut pas de toute façon faire autrement. On parle tous les deux, Jacques et moi, de lecture dans nos textes. J'ai lu le texte de Jacques il y a seulement un mois, je pense. Alors, quand je l'ai lu, ça, bon, on se recoupe quand même pas mal. Ce que je dis d'entrée de jeu dans la postface, c'est que quand on lit avec Jean Rimbaud, qu'on se laisse guider par lui dans une lecture, c'est une aventure. C'est comme si, effectivement, on lisait pour la première fois, en discutant tantôt avec Gabriella, elle disait quand elle utilise certaines parties du livre pour travailler avec les candidats, les études sur l'hystérie, c'est comme si elle n'avait jamais lu les études sur l'hystérie. Alors, je pense qu'effectivement, ce que ce livre-là nous permet de faire, c'est de ne pas tomber dans des ornières, des vieilles habitudes de lecture et de passer trop vite, bien au contraire. Alors,
Lire, c'est, je pense, lire lentement d'abord. D'abord lire, tout simplement. C'est ton père qui disait « il suffit de lire ». Puis quand il disait ça dans le cours, j'avais l'impression qu'il croyait avoir tout dit. Il suffit de lire. Alors, évidemment, lire, s'engager, accepter de s'engager dans cette lecture-là. Une des choses les plus importantes aussi, je crois, c'est ce que Jean dit tout le temps, c'est de résister à la tentation quand on s'engage dans un texte bon, qu'on ne connaît pas, puis je pense peut-être encore plus dans un texte qu'on pense connaître, de ne pas ramener à du déjà connu, d'accepter d'entrer dans l'inconnu. Et donc, évidemment, ça a toutes sortes d'effets, pas toujours agréables. Il faut être capable de les tolérer, il faut être capable de tenir et de passer à travers. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense l'effet, comme tu le rappelais, on a lu ça il y a déjà longtemps. Alors, j'ai eu, dans le fond, les deux expériences de le lire une fois en sachant très peu de choses, dans le fond, en ayant lu très peu de Freud, parce que j'étais vraiment au début de mon étude de Freud, et donc d'être étonnée, surprise par toutes sortes de choses qui me paraissaient complètement incroyables. Et puis ensuite, j'ai eu l'expérience en le relisant au cours de la dernière année ou deux, je ne sais plus où on est rendu, avec toute la lecture de Freud que j'ai faite depuis. Et c'est ça, c'est une lecture vivante, exactement comme Jacques le dit dans sa préface. Parce que c'est ça, à chaque fois c'est nouveau, et puis à chaque fois on a l'impression de ne pas avoir lu, ou alors on découvre quelque chose de différent. Mais je pense que la lecture de Freud fait ça de toute façon. Pour peu qu'on s'y prête vraiment, puis qu'on s'y engage, à chaque fois qu'on le lit, on découvre quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ça, ça vieillit pas. Non. Puis on va parler de ce double mouvement du retour, mais aussi, Jean, tu parles le retour est toujours aussi un détour. Donc, il y a toujours, dans le retour vers le passé, quelque chose de nouveau qui se passe. C'est une des définitions de la psychanalyse qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on revient en arrière, mais on n'en reviendra pas de pareil. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis, il y a beaucoup de ces retours et détours qui se passent. Même ce livre-là, on a retourné en 1989, mais ça a produit une nouvelle édition. C'est pas le même livre. Donc, il y a beaucoup de nouveaux qui s'est passé. Donc, c'est intéressant, ça aussi, cette mise en abîme-là. Mais c'était aussi le moment, je crois, des traductions. Il y a eu des traductions en français des premiers textes de Freud, qui dans le temps où Lacan a fait un retour à Freud, et puis il y a eu tout ça autour de l'esquisse. Puis là, il y a Jean Imbeau qui revient sur ce retour-là. Donc, il y a beaucoup de retours qui créent du nouveau, puis c'est vraiment, je ne sais pas si tu peux nous parler de ça, Jean, mais est-ce qu'on peut dire aussi que cette façon, de trouver une façon de lire qui est très psychanalytique, c'est-à-dire que ce cheminement vers l'arrière nous propulse vers l'avant. C'est ce que les gens, peut-être, qui ne connaissent pas bien la psychanalyse, ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un musée où les choses restent figées, il y a quelque chose dans ce retour-là, rétrospectif, qui... On lit Freud pour la première fois quand on lit ton retour à Freud. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce type de retour qui est tout sauf un musée ou une nostalgie, ou comment ça se fait que c'est une renaissance, en fait? Oui, bien, je vais aller dans le sens que tu évoques. En même temps, ce que je tiendrais à dire au départ, c'est que je pense que Freud, d'une part, est connu essentiellement par ouï-dit, parce qu'on le lit pas tant que ça. Deuxièmement, ben, quand on entre dans son œuvre, on se rend compte que c'est pas si intellectualisé que ça, Freud, et c'est pas si compliqué. C'est pas si extrêmement sérieux non plus.
Mais j'espère que je vais pas scandaliser personne en disant ça. Et c'est pour ça que je pense aussi que peut-être l'articulation souvent entre Freud et les universitaires, c'est difficile parce que je crois que les universitaires, dans leur ensemble, ont tendance, eux, à compliquer Freud parce que ils lui vouent une sorte de vénération ou alors parce qu'ils sont en désaccord mais ils n'osent pas exactement le dire. Mais au bout d'un certain temps de travail ou de lecture, moi, ce qui m'a frappé, là, c'est sûr que c'est très, très subjectif. Je dis pas que ça aurait le même effet sur tout le monde. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, d'une part, chez Freud, bien loin d'avoir uniquement une sorte de discours très abstrait, en fait, chez Freud, il y a beaucoup de récits. Beaucoup de récits. Il y a des personnages ou des figures mythiques qu'il fait circuler d'un texte à l'autre. C'est aussi quelqu'un qui a une sorte de... qui pense beaucoup en fonction de l'espace. Donc, qui présente souvent des schémas, soit qu'il les décrive, ou même des fois des vrais dessins. Donc, il y a un certain rapport avec l'espace, avec une sorte d'architecture qui fait que, bon, l'idée d'un appareil psychique, par exemple, c'est une pure invention de Freud. Il n'existe pas d'appareil psychique dans la réalité, mais Freud a ce don, cette capacité de décrire, et de nous faire trouver une sorte de nous faire nous situer par rapport à un espace ou par rapport à une sorte d'architecture. Et je pense que quand on commence, en tout cas, là, encore une fois, là, je parle plus pour moi peut-être que pour d'autres lecteurs qui le verraient autrement, mais quand on commence à s'intéresser à ces dimensions-là, les dimensions du récit, qui lui permet d'introduire plusieurs idées, plusieurs théories, ou quand on se laisse prendre par cette espèce d'euphorie, ou euphorie est un mot trop fort, là, mais espèce je pense que je trouverai pas le mot que je cherche, mais cette espèce d'ivresse peut-être que peut donner l'impression d'être justement dans une structure qui fait entrevoir visuellement ce que lui veut expliquer, ce dont il peut rendre compte. Si on revient à l'idée là, de l'appareil psychique, je pense que cette particularité-là chez Freud, c'est peut-être, à mes yeux, ce qui le caractérise le plus encore que, bon, certaines théories qui ont connu une grande fortune, mais qui finalement sont des abstractions, des pures abstractions. Et comme disait Deleuze, l'abstraction, ça nous dit rien, sauf que ça demande à être expliqué. Ben, c'est intéressant l'idée de l'abstraction parce qu'effectivement, tu as une approche très, je dirais, plus proche de la poésie, à la limite, où tu vas vraiment dans la matérialité des mots de Freud, hein, puis presque comme un chimiste, à la limite, qui défait les molécules, et puis on est dans la recherche fondamentale. Hein, t'es pas dans... il y a effectivement une méfiance envers l'abstraction qui t'a bien servi. Et puis, plus tu es fidèle, en fait, aux mots de Freud, plus il y a une nouvelle langue qui apparaît. Puis ça, je pense que les traducteurs comprennent ça, ou ceux qui retournent à la langue d'origine se disent « Ouais, mais attends, peut-être que c'est pas le bon mot pour traduire ce mot-là. » Puis finalement,
parce que tu arrives avec des expressions comme réalité de l'inconnu, il y a plein de nouvelles langues qui apparaissent dans ton livre, et pourtant, c'est la lecture la plus fidèle qu'on peut faire de Freud. Comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu ces mots-là? Donc, ça nous dit qu'on est souvent beaucoup trop confortable dans le déjà connu, hein, comme tu disais, Daniel. Et donc, c'est très troublant ton livre, parce qu'au fond, c'est particulièrement troublant pour les gens qui pensaient avoir lu Freud. C'est-à-dire que c'est comme si c'est l'unheimlich, c'est-à-dire quelque chose qu'on croyait familier qui devient étranger. On n'aime pas ça. Donc, c'est un livre qui peut provoquer des résistances, je pense, et des bonnes résistances, c'est-à-dire que comment ça se fait que j'avais pas vu ça? Comment ça se fait que je vois Freud différemment? Comment ça se fait qu'il y a aussi la pulsion d'emprise sur Freud? Hein? Je pensais tenir mon petit Freud, puis là, il m'échappe. Il faut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut se laisser prendre. Il faut accepter d'embarquer dans le... un petit peu comme au théâtre, il faut accepter la convention, ou quand on va voir un film qui est une fable, il faut accepter d'entrer. Et je pense que c'est exactement ça, puis c'est là qu'on a du plaisir, en fait. C'est ça, puis t'en parles dans ton texte aussi, comment, au fond... parce qu'il y a des résistances de lecture, c'est ça que ça montre aussi. C'est-à-dire qu'il y a des résistances à l'analyse, mais il y a des résistances à l'analyse de texte aussi. C'est-à-dire que au fond, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la déprise ou avec l'idée que Freud nous échappe ou que tout d'un coup, il faut se laisser être en suspens. Je suis plus du tout sûr que je sais de ce dont il s'agit dans ce que j'ai lu. Et puis ça, tu nous fais un cours, en fait, de tolérance de l'angoisse aussi, en fait. C'est un peu ça, ta technique de lecture. C'est tu dis, je suis pas certain que même Freud savait exactement ce qu'il faisait, d'une certaine façon. Puis c'est vrai, les grands auteurs sont toujours dépassés par leur œuvre. C'est pour ça qu'il y a des rééditions, puis des classiques, puis que des siècles après des siècles, on peut les relire. Et je pense que Freud a été complètement dépassé. Tu le montres bien. Tu suis une piste. Hein? Tu dis au début que tu suis une piste, ce noyau traumatique qu'il croyait avoir abandonné, d'ailleurs, et que tous les psychanalystes ont cru que Freud avait abandonné, ou presque. Finalement, toi, tu dis, ben non, quand on regarde comme il faut, ça hante littéralement comme un spectre tout le reste de son œuvre. Et c'est comme de dire que Freud échappe à Freud, hein, au fond, et tous les grands auteurs se dépassent eux-mêmes. Oui, non, ça me semble très, très important. C'est sûr que il peut y avoir toutes sortes de manières de lire Freud, mais l'élément, je pense, qui se retrouve dans chacune de ces manières-là, c'est de se rendre compte à un moment donné que Freud, il est complètement emporté par ce qu'il fait, par ce qui anime là, sa pensée. Il est complètement... C'est ça. Un peu que retrouver le même mot, là, emporté par le mouvement dans lequel il s'est engagé. Et ça, je pense que on peut pas passer à côté dès le moment où on le travaille, et dès le moment où il devient une référence, un véritable auteur qu'on fréquente comme un peu individuellement, on sent ce mouvement-là. Vraiment. On sent cet emportement, c'est ça que je cherchais. Tout à fait, puis c'est ça. La pulsion, c'est pas seulement son objet, là, il était lui-même pulsion, Freud, il était lui-même un mouvement. Peut-être qu'on peut donner des exemples parce que là, on parle plus de la méthode, au fond, de lecture, mais peut-être des exemples de contenu qu'il y a dans le livre pour donner une idée aux gens de l'importance, puis de l'originalité aussi, je dirais, de tout ça. Peut-être, Daniel, parce que Jean, sa façon de fonctionner, c'est qu'il nous défait des simplifications de lecture qu'on avait ou de compréhension de Freud en faisant attendez un peu l'opposition entre ça et ça, c'est pas si simple. Là, il nous montre qu'effectivement, Freud dit ça et son contraire, que finalement, on est plutôt dans la tension entre les contraires et tout ça. Est-ce que il y a une phrase que je voulais lire. « J'ai appris à me méfier de ce dont tout le monde convient. » Donc ça, c'est la méthode Jean Imbeau. Est-ce qu'il y a un concept ou il y a une idée, toi, que tu voulais partager qui ressemble à ça?
je ne sais pas si ça ressemble, mais ce à quoi je pensais pendant que tu parlais, c'est à travers le livre de Jean, quand on avance, bon, j'avais l'image, moi, d'être dans la jungle et puis la piste n'est pas très claire, puis on est mieux de se tenir ou bien regarder où est-ce qu'on met le prochain pied et tout ça, parce que c'est tellement dense en même temps que on est on a l'impression de quelque chose qui va à toute vitesse en même temps. Alors, c'est très paradoxal, parce que c'est lent, puis en même temps, c'est rapide. Mais et donc, ce qui arrive souvent, c'est que pouf, tout d'un coup, on arrive, on a l'impression de voir quelque chose de façon complètement différente de la façon dont on l'avait vu avant. Et alors, mais à tout bout de champ, j'en arrive à comme un énoncé, un résultat, puis une des phrases que je trouve vraiment, ça nous rentre dedans, on fait « Oh mon Dieu, la pensée est fondée sur le refoulement de la vérité ou de la réalité. » Alors, on se dit « Oh, OK, comment ça peut fonctionner? » Et ça nous reste après. On peut pas... et donc, évidemment, ça touche à toute la question du refoulement qui est extrêmement complexe et qu'on n'arrive jamais tout à fait à penser qu'on l'a tout à fait compris. Alors, je ne sais pas si Jean a envie de poursuivre un peu sur cette idée-là. Ça, l'idée selon laquelle la pensée est fondée sur le refoulement de la vérité, ça, c'est du Freud absolument à 100%. Donc, on peut peut-être raconter ou reprendre un peu comment cette idée-là vient. C'est que un des personnages ou une des figures les plus fréquemment évoquées par Freud, c'est le petit chercheur. Le petit chercheur, c'est l'enfant. C'est pas du tout, on pourrait pas le confondre avec l'enfant tel qu'on l'observe maintenant, aujourd'hui, dans des séminaires ou des démarches où on observe les nouveau-nés. En fait, c'est ce genre de démarche-là, ça peut nous procurer des notions objectives sur l'enfance. Mais chez Freud, je pense que lui, à travers le contact qu'il a eu avec les enfants, mais surtout avec sa propre enfance, il crée ce personnage, donc le petit investigateur. Et donc, dans un cas en particulier, il explique comment, ou il raconte comment le petit chercheur, devant des choses qui lui échappent, en particulier des indices qui se rapportent à la sexualité, il essaie de comprendre. Il essaie lui-même d'observer. Sa curiosité est sollicitée par ça. Et donc, il arrive à un moment donné à saisir des choses véritables, des choses réelles. Mais il n'est pas capable de les assumer, si on veut. Il n'est pas capable d'en faire quelque chose. Et donc, il repousse, il refoule cette vérité qu'il vient de découvrir. Et là, il se met à penser. Et donc, ça doit nous indiquer aussi que l'idée de la pensée chez Freud, c'est pas quelque chose, d'abord et avant tout, qui résulterait d'un grand développement théorique extrêmement compliqué. Non. La pensée, c'est d'abord et avant tout ce qui arrive au petit investigateur, au petit chercheur, qui, devant quelque chose qui le dépasse, se met à chercher une solution en pensant. Et ça peut donc qu'il y ait beaucoup de fiction dans ce qu'il va penser, dans ce qu'il va établir comme théorie. Théorie et fiction, ça va ensemble. Et donc, une des extrapolations qu'on peut faire,
c'est pas Freud lui-même là, qui l'a fait de façon directe, mais on peut quand même aboutir à cette idée-là que j'ai perdu un peu le fil là, à propos donc oui, de la science. Donc je reviens au fait que il y a un rapport compliqué entre et même antagoniste d'une certaine façon entre science et pensée, vu dans le sens freudien du terme. Science, c'est quelque chose qui est basé essentiellement sur la preuve, sur la donnée probante, et qui a absolument pas besoin surtout la science contemporaine, absolument pas besoin d'une individualité. On n'a pas besoin, bien sûr, on a le culte d'Einstein, mais si on pense à ce qui est devenu la physique aujourd'hui, il y a très peu de noms, très peu de personnages connus. C'est une démarche collective, si on veut, où tout le monde est un peu sur le même pied. Donc, science et pensée. La pensée, ben, c'est au sens, là, encore une fois, du petit investigateur, c'est, et même quand elle se développe dans la vie adulte, ben, c'est quelque chose de personnel d'abord, d'individualisé, et puis qui comporte nécessairement de la fiction. Ouais. Donc, ben voilà. Tout à fait, puis c'est très beau que tu ramènes ça dans ton livre. C'est aussi un livre qui est assez traumatisant pour tous ceux qui avaient une conception un peu simple de la pensée, justement, ou trop rationnelle, ou parce que là, Freud mélange quand même la pensée à possiblement les mêmes mécanismes que tous les autres mécanismes de défense, que le rêve, que le deuil, que tout ça. Donc là, il y a quelques philosophes qui ont mal dormi après ça. Et puis moi, j'ai découvert ton œuvre en même temps que je lisais d'autres auteurs qui traumatisaient les penseurs, comme Derrida ou Blanchot, tout ça. Puis on sent un fond quand même dans ce livre. Il y a des ponts à faire, puis justement, le but, c'est pas de récupérer des lectures, de mettre ça dans des écoles de pensée. Tu sais, jamais ce livre-là est déridien, blanchotien, lacanien, ou même freudien, ou même imbautien. C'est un livre singulier, mais il y a quand même des liens à faire entre, par exemple, le rapport à l'impossible, au réel, à tout ce qui échappe, à ce qui fait coupure, comme tu dis. On n'est pas dans une pensée de la présence, de l'emprise. On est devant un psychisme ou un petit chercheur qui est à la fois excité et effrayé aussi. Hein? Il y a ces deux choses-là. Donc, c'est quand même de rebrancher la pensée sur autre chose que la sécurité, que la certitude. Donc, moi, je trouve que ça fait beaucoup de bien. C'est inquiétant, mais c'est extrêmement intéressant. Je pense que... Tu veux rebondir là-dessus, peut-être? Ben, en t'écoutant vers la fin, je me disais, et puis c'est ça le processus de l'analyse aussi. Tout à fait. Tout se rebranche sur... c'est qu'en fait, on essaie de couper les sources, que ce soit du sexuel, mais aussi de la peur, et puis tout ça, de cette forteresse de la pensée, on pourrait dire du moi, de la conscience, etc. Puis toi, tu rebranches ça de façon... en montrant que c'est dans Freud depuis le début, puis que ça ne l'a jamais quitté, en fait. Cette idée qu'il y a cette... puis Laplanche disait un peu ça aussi, là, sur comment la différence entre ce que les parents amènent comme intrusion dans l'univers de l'enfant va les exciter et les inquiéter complètement. Qu'est-ce que c'est ça, le monde adulte? C'est une sorte de pulsion, puis c'est en même temps une sorte d'inquiétude. Et tout ton livre est un peu pour nous mettre dans cette ambiance où la pensée, tu parlais d'une structure ternaire, tu sais, dans ton livre de chez Freud. Je pense qu'on... Toujours trois. Peut-être tu peux nous parler de ça, de ce troisième élément qui est très fascinant. La pensée fait partie de ça, le refoulement, le travail du deuil, du rêve, les fantasmes. C'est comme l'espèce de zone intermédiaire où on arrive à vivre entre le dedans et le dehors, le primaire et le secondaire, entre le sexuel et on pourrait dire
je dirais, ce qui est sublimé, le sauvage et le civilisé. Bref, peut-être cette troisième zone-là qui ressort beaucoup dans ton livre. Peux-tu nous dire quelques mots peut-être là-dessus? Ben, en tout cas, en ce qui concerne la structure ternaire, comme tu disais, c'est toujours 3. Je pense que ça tient essentiellement à ce que je mentionnais tout à l'heure, à cette espèce de procédure un peu architecturale, une sorte de construction de l'espace et de construction dans l'espace, en rapport avec l'espace. Parce qu'au fond, chez Freud, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a aussi, en parallèle, l'idée que le temps, c'est la dimension propre à la mémoire. Donc, comme il travaille beaucoup avec le récit, même avec le récit partiellement oui, inventé, donc, il en vient à, sans jamais élaborer de façon systématique là-dessus, il en vient à faire apparaître que ce qui est fondamental, au fond, dans l'événement psychique, c'est la durée, c'est l'espace, c'est le passage du temps. C'est ce qui me vient là, à l'esprit spontanément par rapport à cette structure. Mais effectivement, on peut le frapper, on peut le constater un peu partout, dans presque tous les textes, cette façon de dire, parce qu'il va procéder presque toujours de la même façon, il va y avoir son introduction, là, si on veut, et puis ensuite il va dire, ben cette chose-là, ça se subdivise. Et c'est presque toujours en 3 parties. Oui, c'est ça. Puis quand on te lit, ça ressemble à l'expérience qu'on a en analyse aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des motifs qui ressortent répétitifs. Hein? Autant chez chacun de nous, mais au fond, dans la pensée de Freud aussi. Puis c'est fort que tu sois arrivé à le lire à ce point, comme il faut écouter à ce point quelqu'un pour voir tout d'un coup les motifs apparaître. Hein? Qu'on prend du temps à voir ça. Là. Puis chez Freud, quand on te lit, on dit « Ah oui, quand même, il y a quand même des trucs, des schémas qui reviennent. Ils tournent toujours autour des mêmes eaux quand même. Puis c'est rare quand même. Il faut vraiment avoir habité un auteur, je pense, pour arriver à ça. Les grandes lectures, c'est ça. Puis je pense que l'analyse, on pourrait dire que c'est une grande lecture, d'une certaine façon. Oui, oui. Quand on écoute un patient, effectivement, puis on le sait comment il répète et il raconte, et puis c'est toujours la même chose qui revient, ça prend du temps avant qu'on se mette à entendre. Le 3, pour moi, effectivement, ça crée un espace, parce que 2, évidemment, on est seulement à 2 dimensions. Alors, et c'est pas toujours facile d'aller la trouver, cette 3e dimension. Que je trouve vraiment très, très bien illustrée par l'analyse que fait Jean du texte sur les souvenirs couverture, par exemple. Voilà. Oui, bien là, le temps prend une importance très grande dans ce texte-là. Oui, oui. L'idée que... d'ailleurs, c'est le souvenir qu'il étudie, là, ou sur lequel il réfléchit, c'est purement autobiographique. Il le déguise un peu, mais... Et donc, ce serait trop long de tout reprendre, mais ce qu'il fait apparaître, c'est que ce qu'il a vécu, ou ce qu'il raconte aujourd'hui comme étant un souvenir qui a eu une certaine forme dans le passé, eh bien, c'est pas vrai, parce que c'est un souvenir qui s'est formé dans la mémoire pour refouler ou pour rendre inaccessible quelque chose de beaucoup plus important, mais qui prend place derrière l'écran. C'est ça. Donc, d'où le titre. Tout à fait. Ouais. Vraiment, puis tu le dis bien, c'est fou comment ce livre-là
c'est ça que je trouve rare, en fait. Souvent, en psychanalyse, il y a un moment où les théoriciens vont quand même vouloir avoir une emprise puis donner un contenu. C'est le contenu de l'inconscient archaïque. Ou ça, Et puis toi, tu es vraiment dans le jeu de masque infini. C'est-à-dire que jamais on va tirer le masque puis ça va être le vrai visage de l'inconscient. Jamais, jamais, jamais. Puis ça j'ai retrouvé justement, il y a quelque chose qui me parlait là-dedans, puis je trouve qu'il protège la psychanalyse aussi d'elle-même. C'est comme si il faut toujours se dire qu'un masque peut être le masque d'un autre masque, d'un autre masque. Puis quand lisant, c'est vraiment ça qui se passe. Puis c'est pour ça que tu arrives avec l'idée de l'irreprésentable, au fond. Puis c'est ça qui nous fait peur, au fond, qu'il y ait l'absence, en fait, derrière. Je pense qu'il y a ça que tu nous dis, l'infigurable, l'impossible. Le rien. Tu vois, il y a quand même, c'est un concept chez Jean Hébeau. Il lit Freud, puis le concept le plus fondamental, peut-être, c'est le rien. Et puis, ça, on n'entend pas ça souvent. On n'entend pas ça souvent. Puis le petit chercheur, justement, il se débat pas mal, entre autres, contre le rien. Puis souvent, les psychanalystes ont eu tendance à donner des contenus à ça. C'est la sexualité, c'est l'agressivité, c'est papa, c'est maman, c'est la société. Mais le rien, on n'en parle pas tant. Il y a eu un peu ça chez Lacan, le réel, c'est l'impossible, ou tout ça, mais il y a beaucoup de ça chez toi que tu vas chercher chez Freud. Et je suis même pas sûr que Freud lui-même aurait défini la psychanalyse comme ça, que le rien, c'est important. Mais c'est vrai que quand tu nous le fais lire, c'est partout, quoi, en fait, cette espèce de grand trou. Ben parce que ça revient tout le temps. Mais, effectivement, jamais Freud va théoriser explicitement là-dessus. Et donc, tout à l'heure, au tout début, je disais que, au fond, il faut, ça peut être important à un moment donné d'en venir à l'idée que Freud, c'est quand même moins sérieux que ce qu'on prétend. Il y a une dimension... Non, mais c'est important, ça. Il y a un côté Scooby-Doo chez Freud. Oui. C'est extrêmement important, ça, parce que si on se met à en faire une sorte d'auteur dogmatique, ou si on en fait quelqu'un qui lance des pseudo-vérités, ben là, on est complètement dans les patates. C'est sûr, par ailleurs, parce que je sens là, que ça peut venir dans la salle, l'idée qu'il y a des opinions que Freud, pas tant que ça, mais il y en a quand même, des opinions que Freud adopte et qui ne sont pas du niveau de ce qu'il fait par ailleurs. Oui. C'est ça. C'est sûr. Il se défend lui-même contre ce qu'il découvre. C'est ça que tu nous montres. En fait, c'est une matière c'est impossible de ne pas se défendre. C'est trop... Puis je vais juste donner un exemple. Peut-être, Daniel, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais je trouve que ça donne un bon exemple de ce qu'il y a dans le livre de Jean, de comment il pense, puis la liberté qu'il se donne. À un moment donné, il va chercher une citation de Caillois qui étudie le fantastique, par exemple. Puis c'est complètement... comme ça, il se permet ça, puis il va citer cette phrase: « C'est impossible qui surgit dans un monde d'où l'impossible est banni par définition. » Donc on lit une phrase comme ça, puis on se dit quand même, je pensais pas que c'est par là que je comprendrais Freud. C'est par quelqu'un qui étudie le fantastique, qui parle de l'impossible, qui surgit dans un monde qui se défend contre l'impossible. Mais plus on y pense, plus on se dit, mais merde, c'est vraiment ça quand même que j'en Freud. Et puis c'est quand même un tour de force. Que tu sois capable de faire ce genre de boucle, pas pour t'en aller en disant je suis Roger Caillois qui est mon nouveau maître. C'est pas du tout ça que tu fais. C'est comme si tu as été le petit chercheur excité en lisant cette citation-là, puis tu nous le transmets. Puis là, nous aussi, on est excités de dire, mon Dieu, c'est quand même fascinant, toute cette histoire de l'impossible. Je sais pas comment toi tu... Ben moi, c'est parce que personnellement, j'ai eu une histoire avec Caillois d'une certaine manière, parce que j'ai étudié la littérature fantastique au cégep, et puis et donc c'est quelque chose qui m'a toujours énormément intéressée, et surtout, évidemment, l'indécision, le fait de rester en suspens
C'est ça qui fait la nouvelle fantastique, c'est ça qui fait son ressort, c'est qu'à la fin, on ne sait pas si ça relève de la réalité classée dont le merveilleux a été chassé, ou bien si réellement, dans ce monde normalement qui devrait fonctionner normalement, il surgit quelque chose de surnaturel. Et c'est ça qui fait, quand on finit la nouvelle, on reste dans cette indécision. Alors, je ne sais pas si ces études-là, bien avant que je pense à la psychanalyse, ont fait en sorte que je me suis retrouvée là-dedans, mais je ne sais pas trop. Mais effectivement, c'est ça que je pense le mode de lecture de Jean nous permet de faire, c'est de toujours accepter de rester dans cet espace-là qui est, comme tu dis, à la fois fascinant et effrayant. Ouais. Ah, mais c'est le fun. On va pouvoir, avant de passer la parole aux gens de la salle, peut-être parler d'une dernière affaire, c'est-à-dire la question de la réalité. Parce qu'au fond, c'est quand tu dis, tu sais, Jean nous montre que c'est quand même comme ça que la psychanalyse a commencé, l'étude de l'hystérie, entre autres, ce doute de l'hystérique sur la réalité de ce qu'elle a vécu. Il y a toute cette idée du doute sur la réalité qui traverse toute la psychanalyse, qui traverse tout Freud, qui est probablement une marque du psychisme aussi. Mais c'est vraiment un livre qui dit des choses très profondes et troublantes sur le réel et la réalité. Par exemple, on a beaucoup dit, et les pages sur la psychose, entre autres, sont assez fortes. Franchement, c'est très troublant de lire, par exemple, que tu nous dis, bon, ça a été assez commode pour tout le monde de penser que les psychotiques, c'était ceux qui n'avaient pas la réalité, puis que nous, on l'avait. Et puis, tu nous déconstruis ça en faisant, non, chaque névrose est une expulsion du réel, au fond, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la réalité et quelqu'un qui ne l'a pas. Et déjà ça, c'est quand même, je pense que ça, tu nous déconstruis tranquillement. On s'était habitué à cette idée-là, c'était confortable pour beaucoup de monde. Et tu montres que fondamentalement, Freud étudie l'inconscient comme quelque chose qui se coupe du réel, en fait. C'est parce que c'est trop pour le psychisme, en fait, le réel. Il n'est pas capable de maîtriser ça. Et ça, peut-être que tu peux nous parler de juste ta conception de ces mots-là, le réel, la réalité, parce que là, tu défais complètement l'opposition entre la psychose et la névrose, là, entre autres, là-dessus. Ben, oui, mais je commencerai par Parce que peut-être tu veux. reparler un tout petit peu de l'impossible. Oui, l'impossible. Parce que là encore, c'est pas d'une complexité extrême, cette idée-là. C'est que Freud, il a été pris avec deux questions, au fond. Est-ce que ce que je suis en train de faire, là, est-ce que ça a véritablement un rapport avec la réalité? Je pense qu'il s'interroge constamment là-dessus. Souvent en prenant la position de dire, ben, il ne pose pas la question, mais je vais vous démontrer que c'est réel, que c'est... et d'autre part, l'autre question, c'est que par rapport à l'impossible, c'est que c'est l'objection qu'il reçoit constamment. Les gens qui sont ses adversaires ou qui le lisent disent, ben c'est impossible ce que tu dis là. Et donc, je pense que c'est de là que peut-être il rejoint ou il passe là où Kaiwa dit un monde l'impossible, le surgissement de l'impossible dans un monde dont d'où l'impossible est banni par définition. L'impossible est banni. Pour ce qui est de la réalité, ben là, c'est sûr que en parler en 5 minutes, ça va être un peu court, mais chez Freud, peut-être, sans doute pas seulement chez lui, mais chez lui certainement, la réalité se conçoit sur deux niveaux différents. Il y a d'une part la réalité dans laquelle on est, mais aussi peut-être pour interpeller l'un des personnages théoriques que Freud aime questionner des fois, c'est le primitif, celui qui tout à coup se réveille dans le monde
et qui doit composer avec une réalité qui le dépasse. Un. Deux, la réalité telle que la civilisation ou la société, mais la civilisation surtout, l'impose. C'est ce qui nous fait dire, sois donc réaliste. Arrête donc cette ambition que tu as, qui n'a pas de bon sens. Sois réaliste. Ajuste-toi à la réalité. En fait, cette réalité à laquelle on veut qu'on se rallie, c'est une réalité qui n'est pas du même ordre que si on est, mettons, en forêt et qu'on constate qu'on est en communion, si on peut dire, avec la nature ou avec ce qui existait avant que l'humain façonne la Terre à sa manière. Donc, chez Freud, il y a toujours cet échange, je dirais, ou cette articulation, ce mouvement articulé entre la réalité au sens de ce qui existe et la réalité telle qu'elle est imposée et façonnée par la civilisation. J'oserais pas en dire plus pour l'instant, de crainte non, mais ça nous donne matière à penser. Peut-être qu'on peut voir si la salle des questions, des commentaires, des impulsions. Ou pas. Moi, je voudrais demander à Jean de vous parler de la rigueur, parce que tu es, moi j'ai été dans des séminaires avec toi, tu es quelqu'un d'extrêmement rigoureux, hein, dans ton approche quand on lit aussi comment tu analyses des films, toujours très très rigoureux, mais c'est une rigueur qui ne se limite pas au premier niveau, à l'observable. Alors comment est-ce que ça joue, cette rigueur, mais qui est capable d'aller au-delà de l'apparence, tout en restant rigoureuse, qui n'est pas juste une fantasmatisation? Comment est-ce que tu la travailles? Est-ce que tu peux encore une ou deux phrases, tu peux élaborer encore un petit peu? Je ne sais pas, parce que c'est vraiment une impression de base que j'ai, ayant travaillé avec toi, cette rigueur, c'est avec Gabriella, on a écouté, réécouté des entrevues avec des patients, et puis donc tout ça, on est vraiment, on s'approche de plus en plus, mais quand parfois, moi je faisais des connexions, je dirais, dans l'empirique, tu me disais c'est pas ça. Hein? Donc c'est une rigueur, mais qui ne s'arrête pas ou manifeste les choses, hein? Qui va au-delà, et donc il faut un certain type d'écoute pour rester dans la rigueur, mais en même temps arriver à percer quelque chose. Tu le fais aussi dans les films que tu analyses, et c'est en même temps extrêmement rigoureux, mais là on découvre un film qu'on n'a jamais entendu avant, même si on l'a vu. Hein? Alors c'est quoi, comment tu travailles dans cet espace-là? Peut-être qu'on ne peut rien en dire, qu'on peut juste le faire comme tu le fais, mais moi, ayant participé un peu à ça, de biais, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Ouais. En fait, là, tu évoques pour moi, là, tu évoques un projet qui est resté en grande partie à l'état de projet. J'y ai pensé, puis je pense encore qu'un moyen d'aller comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe dans une analyse, parce que quand même, il se passe de quoi dans une analyse? Des fois, ça marche pas, là, assez souvent d'ailleurs, mais peut-être trop souvent, ça va dire. Mais moi, je pensais, puis je pense encore, donc, que par certains moyens, on aurait pu aller plus loin dans la compréhension de, justement, ce qui fait qu'une psychanalyse se déroule. On aurait pu aller plus loin là-dedans. Et aussi, si ça avait été possible, qu'on aurait peut-être pu, en menant en parallèle 2 ou 3 expériences comme celle qu'on a faites ensemble, Gabriella et toi,
Hélène. Ben, si on avait pu mettre en parallèle une autre démarche comme celle que nous, on avait entreprise, que peut-être on aurait pu tirer de ces 2 ou 3 expériences un point commun qui nous aurait amené à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on fait. Parce que je maintiens qu'un des grands problèmes de la psychanalyse, c'est que le plus souvent, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Donc, ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'on quitte, on n'est pas capable de supporter cette ignorance-là. Puis on quitte l'analyse comme telle, puis on se met à dire n'importe quoi. Là, j'ai peut-être l'air d'être un peu... Non, mais dire n'importe quoi. Je ne le dis pas de façon méprisante, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça devient une conversation. Puis bon, l'analyse, c'est pas une conversation. On se défend, mais peut-être qu'on peut rebondir sur la rigueur. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ce qui est surprenant de ton approche, Jean, c'est ce mélange de rigueur et de liberté, je dirais. Parce que souvent, quand on est rigoureux, on finit par devenir un peu obsessif, un peu obsédé par ces petits trucs, et puis bon, on devient un peu tâcheron, puis on est dans la sécurité. Donc des fois, ça va ensemble, là. On est rigoureux, puis on devient peut-être... le petit chercheur est un peu loin, là. On est dans le grand chercheur rigoureux, puis tout d'un coup, ça devient un peu rationnel. On pourrait dire que la pulsion s'éteint tranquillement dans cet ordre. Mais tu mélanges la rigueur avec la liberté. Je dirais que il y a moyen donc d'être à la fois, je dirais, obsessif et hystérique en même temps. Peut-être d'être névrotique et psychotique en même temps. Et c'est ça qui est troublant de la méthode de Jean, effectivement. Comment est-ce qu'on peut... mais on voit ça chez des artistes aussi, puis certains scientifiques aussi, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment une méthode, tu sais, mais que ça n'empêche pas le surgissement du nouveau. Au contraire, on voit ça chez certains peintres. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait pas dire, une manière de le dire peut-être, que la rigueur, ce serait de jamais lâcher ce qui est troublant. De toujours aller là où c'est troublant, où c'est dérangeant. Tout à fait. Ben oui. Ben, il y a cette fameuse phrase, je ne sais pas si Hölderlin ou quelqu'un me le dira, mais que là, ce qui nous sauve est là où est le danger. Dans le fond, qu'il faut toujours rester vers l'inquiétant parce que c'est aussi ça qui est stimulant. Donc, c'est un peu... Et puis en même temps, on n'a pas toujours envie. Tout à fait. Non, on a des limites. On est dépassé tout le temps. Donc, mais c'est vrai que la rigueur, c'est quand même une très, très belle question. Puis c'est drôle parce que c'est des questions qui se posent dans les domaines aussi, dans d'autres domaines, tu vois, que ce soit en art, en musique ou en d'autres choses, où est le moment où c'est n'importe quoi. Il y a souvent cette discussion-là en art contemporain, par exemple, c'est quoi la différence entre une démarche artistique rigoureuse puis n'importe quoi. Puis c'est une belle question parce qu'en analyse aussi, on peut aussi juste... c'est quand on parle de l'association libre, ça peut devenir un peu facile comme conception. Oui. C'est un peu vite dit, là. Soyez libre de dire tout ce que vous pensez, mais c'est pas aussi simple que ça, l'analyse. Il y a une recherche, il y a une méthode, il y a un défrichage. Et lire un grand auteur aussi, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup je dirais, d'attention. Tu es quelqu'un de très attentif. Je ne sais pas si on pourrait dire que le petit chercheur a survécu en toi, en fait, cette curiosité. Peut-être que ce serait le bon mot. Sûrement. D'ailleurs, en vous écoutant, et en pensant à la question que Hélène pose, j'ajouterais simplement que la rigueur, en ce qui me concerne, ça s'associe avec un certain plaisir. Je suis content de faire... j'ai été content de faire ça. J'ai aimé faire l'analyse, en dépit de toutes les peurs, justement, et les incertitudes. Mais j'ai aimé ça. Et je pense que ça s'articule avec l'idée de rigueur. Idée que moi, je suis pas sûr de pouvoir revendiquer complètement, là, mais je suis pas sûr, je voudrais, en tout cas, je suis bien content. C'est pour ça qu'on aime ton approche, tu veux pas revendiquer complètement rien. Tu te
te laisses toujours un petit jeu. Ça, c'est très sain, je pense. Il ne faut pas revendiquer complètement, je crois. C'est bien de se laisser une petite marge. La rigueur et le plaisir, c'est une belle idée, ça. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou commentaires? En passant, là, juste mentionner Oui. en vous écoutant tantôt de parler de rigueur, j'ai repensé à un film de Wim Wenders, une sorte de documentaire fait à propos d'un artiste monumental, Anselme Kiefer. Mm-hmm. Et je pense que c'est le genre d'artiste qui est rigoureux à sa manière et qui en même temps a du fun à faire ce qu'il fait. C'est vrai, il pousse sa méthode avec les années, les décennies, et puis il trouve toujours du nouveau, même si c'est vrai, tu as raison, c'est un très bon documentaire, ça d'ailleurs. Salgado aussi, hein, son documentaire, c'est Wenders qui a fait le documentaire sur Salgado aussi, qui est aussi magnifique. C'est magnifique. Ce photographe brésilien qui suit dans son mouvement. Tout à fait. Moi, j'aimerais rebondir sur la question de Hélène. Oui. Et tu as dit, et tu l'as associé à la rigueur, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu as dit, tu faisais référence à remake, tu réussis à nous faire voir un film différemment. Mais voilà, c'est ça. Différemment, même si on l'a déjà vu. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que c'est la rigueur qui fait en sorte que tu réussis ou comment tu réussis à nous faire voir différemment un film qu'on a déjà vu et compris? Je complète ta Oui, question. absolument, tout à fait. Je voulais la reposer, mais tu le fais beaucoup mieux que moi. La première réponse qui me viendrait, là, peut-être trop simple, c'est que moi, pour écrire mon commentaire dans Remake, il fallait que je voie le film peut-être 8, 9 fois, alors que vous autres, vous l'avez vu une fois. Donc, je réponds peut-être par le petit côté, là, mais c'est quand même peut-être le plus exact. Vraiment les traces là, que tu suis, là, que tu Ben oui, parce que on voit pas tant de choses que ça dans un premier visionnement d'un film, surtout quand le film en vaut la peine. Ça m'oblige à revenir à quelque chose qui, moi, me travaillait tout le temps, que je lisais et relisais. C'était que je me rendais compte qu'il faut relire, et pas juste une fois. Que ce soit Freud, d'ailleurs, ou que ce soit le livre de Jean, parce que dans les deux cas, quand on relit, c'est ça, il faut s'y prêter à chaque fois. Oui, ce qui est le contraire de notre système d'éducation, d'ailleurs, qui nous apprend plein d'introductions à tout, puis on relit jamais rien. Il faut prendre le temps, c'est comme tu dis. C'est ça. Puis c'est tout ce que les profs ont compris, mais on ne se laisse pas être dépassé dans la répétition. Oui, mon collègue et ami. Il y a d'autres questions, oui. Ouais. Tu as écrit ton livre, mais tu l'avais écrit une première fois. Oui. Quand tu l'as relu, la première version, qu'est-ce qui t'a convaincu qu'il fallait réécrire une deuxième version? Qu'est-ce que tu as trouvé dans la lecture de la première version qui a changé, ou qui a été modifié dans la deuxième? Ben, dans la deuxième, sur le fond, j'ai essayé de rien changer. Vraiment, de laisser les idées, si on veut, ou les récits, ou de les laisser tels quels. Évidemment, c'est pas possible à 100% parce que si on modifie un peu la phrase, ben on peut faire apparaître quelque chose de nouveau sur le plan du sens. Mais en tout cas, quant aux élaborations théoriques plus poussées, j'ai essayé de rien changer. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que c'était pas toujours bien écrit. Puis, donc, ça m'a permis de refaire des phrases avec l'aide de Nicolas, d'ailleurs, et de refaire certains paragraphes, d'en enlever, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en réponse à ta question, qu'est-ce qui m'a frappé? Une petite déception parce que je me pensais quand même
Meilleur. Pourtant, tu avais été vanté comme quelqu'un qui écrivait très très bien, même à cette époque-là. Oui, c'est vrai. Bon, mais n'importe qui se penche longtemps sur un texte va trouver qu'il faudrait écrire. Donc, Tout à fait. il n'y a pas de fin à ça. Non, il y a pas. Il y avait une autre question ici. Je réfléchis tout à tout ce qu'on a dit là sur rigueur et qu'est-ce qui nous préserve d'une rigueur qui nous enfermerait dans le dogmatisme. Et j'ai l'impression à entendre vos réponses que c'est une question de se commettre réellement et de s'ouvrir au mouvement. C'est ça, je me demandais si c'était ça qui nous permettait d'être à la fois dans la rigueur et dans la création, dans l'ouverture, dans l'accueil du nouveau. Fait que ça brasse dans ma tête de ce côté-là. Ça brasse bien, ça brasse bien. On peut dire en tout cas que dans le livre de Jean, il y a beaucoup cette idée, je pense, de la capacité de perdre, en fait. Moi, je faisais ma thèse sur le deuil pendant que je lisais ça, puis il y a beaucoup de... C'est-à-dire que pour accueillir le nouveau, il faut aussi que tu te déprennes de l'ancien. Ça va ensemble, et ça, c'est pas simple. Puis je pense que c'est ça qui est... Comment on fait pour être à la fois rigoureux, donc attaché à une méthode, et tout ouvert en même temps. Puis ça, c'est... Je pense que... Au fond, tu nous dis beaucoup que la perte... et la déprise, ce serait peut-être mieux que la perte, parce qu'au fond, ton livre ne nous dit pas qu'est-ce qu'on perd, mais on perd. On possède pas. On est très angoissé de ça, tout le monde, et puis de fuir ça, c'est de fuir le nouveau qui peut apparaître aussi, parce que là, on se réfugie dans ce qu'on sait déjà, dans ce qu'on est déjà. Et c'est quand même un livre aussi qui nous dit qu'il faut faire attention à l'appartenance. Parce qu'au fond, la lecture est beaucoup liée à l'appartenance et à l'identité. Hein? On pourrait dire que la majorité des lectures qu'on fait, c'est juste pour dire voici à qui j'appartiens, à quel groupe j'appartiens, à quelle école j'appartiens, à quel prof j'appartiens. Tous ces mouvements-là, j'appartiens à quelqu'un quand je lis comme ça. Puis quand on lit ce livre-là, ben, tu nous montres qu'on est capable de prendre le risque d'appartenir à rien tout d'un coup. Puis dans ce mouvement-là de déprise, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va découvrir. Peut-être que là, tout d'un coup, on va se fâcher avec quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec nous, que même on ne sera pas d'accord avec nous-mêmes, que peut-être qu'on va trouver qu'on n'aime plus cet auteur-là. C'est quand même angoissant à lire pour vrai, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Donc, je ne sais pas si tu reconnais C'est quand même une grande école de la déprise, là, ce livre. Ah, oui, je pense que ça appartient plus au lecteur qu'à moi là, de le dire, si ça a cet effet-là. Mais oui, moi je suis d'accord, surtout quand tu parles de liberté, une tentative de... C'est pas facile d'être libre. Et donc, un effort constant vers une sorte de liberté, ça, je pense que... Bien dit. C'est important. Ben, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'est dur de dépasser ça. Merci beaucoup, Jean, pour cet effort constant de liberté.